C'est parfait. Moi, je vais vous présenter les recommandations d'antibiothérapie par voie sous-cutanée qui sont sorties fin d'année. Donc, c'est des recommandations conjointes de la SPILF et de la Société française de gériatrie et de gérontologie. Donc, juste pour faire un petit point de contexte, l'antibiothérapie sous-cutanée, c'est une pratique ancienne et fréquente en France. Quand on regarde ici une enquête européenne qui a été réalisée entre octobre 2022 et janvier 2023, on se rend bien compte que finalement, c'est une pratique hétérogène en Europe. Donc là, sur cette enquête-là, il y a 98% des prescripteurs français qui ont répondu pratiquer l'antibiothérapie sous-cut. Donc, on voit qu'il y a 60% en Espagne, 66% au Portugal, et que, par exemple, les Anglais et les Allemands n'utilisent pas du tout cette pratique. Donc, si on fait un petit point rapide sur le cas de la ceftriaxone. Donc, avant 2014, la ceftriaxone sous-cutanée était autorisée. Puis, en 2014, il y a eu une harmonisation des AMM européennes. Et l'EMA a décidé de retirer l'AMM de la ceftriaxone sous-cut devant le peu de données scientifiques. L'ANSM a mis un petit peu de temps à réagir et finalement, en octobre 2019, a fait une lettre aux professionnels de santé rappelant carrément l'interdiction d'utiliser la voie sous-cut, même hors AMM. Donc, suite à cette lettre destinée aux professionnels de santé, les gériatres et les infectiologues ont montré leur mécontentement. Il y a eu une mise à jour en novembre 2019 qui finalement réautorisait l'utilisation hors AMM et le lancement de l'étude Phasage Study, qui est une étude sur la pharmacocinétique de l'administration sous-cutanée de la ceftriaxone afin de pouvoir avoir des données scientifiques probantes sur cette utilisation. Et donc, cette étude a été publiée en mai 2025. Donc finalement, l'antibiothérapie sous-cut, c'est une pratique clinique qui est très largement répandue et qui est utile, mais qui reste hors AMM, d'où la nécessité de recommandations pour encadrer cette pratique. Donc, quels étaient les objectifs des recommandations émises fin 2025? C'était d'écrire les indications et les contre-indications, identifier les antibiotiques qui étaient administrables par voie sous-cutanée, préciser les modalités d'administration, décrire les effets indésirables et la surveillance nécessaire, ainsi que rappeler le cadre réglementaire. Donc un petit point PKPD. Donc là, vous voyez ici la courbe grise qui correspond à une administration par voie intraveineuse et la courbe rouge qui correspond à une administration par voie sous-cutanée. Donc on voit que le Tmax, le temps nécessaire pour obtenir la concentration maximum dans l'organisme, est plus long pour une administration sous-cutanée, ce qui est directement relié à la phase d'absorption qui est le temps de passage des molécules du secteur interstitiel vers les capillaires sanguins. On remarque aussi que la Cmax par voie sous-cutanée est bien inférieure à la Cmax par voie injectable. L'air sous la courbe est comparable entre la voie sous-cutanée et la voie injectable, et le temps au-dessus de la CMI est identique qu'on soit par voie sous-cut ou par voie IV. Donc quand on voit ces caractères PKPD, on se rend bien compte que finalement, il sera toujours impossible d'utiliser les antibiotiques concentration dépendants par voie sous-cutanée puisque leur efficacité est directement reliée à la Cmax. Donc, quelles sont les indications de la voie sous-cutanée? Donc, on va utiliser la voie sous-cutanée quand on aura une impossibilité d'utiliser la voie orale, que ce soit par des troubles de la déglutition et par des absences d'alternatives orales. Une impossibilité ou une difficulté d'utiliser la voie IV avec un capital veineux précaire, des risques d'arrachement par agitation. Une contre-indication de la voie intramusculaire en cas d'anticoagulation, pour des soins de confort de fin de vie et pour une facilitation du retour ou du maintien à domicile. Donc l'antibiothérapie sous-cut va permettre d'éviter le recours à des procédures invasives associées à un risque infectieux accru, que ce soit par la pose de voie centrale ou de midline, une immobilisation chimique ou physique et une prolongation d'hospitalisation. Et ces facteurs-là, finalement, vont prévenir la confusion et le déclin fonctionnel chez le sujet âgé. Quelles sont les contre-indications de la voie sous-cutanée? Donc, ça va être le sepsis ou le choc septique, donc par le caractère de l'urgence, puisqu'on a bien vu que la Cmax étant plus longue par la voie sous-cutanée, il y aura un temps d'action plus long. Et de plus, le sepsis va entraîner une vasoconstriction périphérique qui va d'autant plus limiter l'absorption.
Donc, on n'utilise pas non plus la voie sous-cutanée si on a une voie IV pour d'autres traitements, et c'est dermatose ou un lymphoœdème étendu au site d'injection sous-cutanée. Donc, quels sont les antibiotiques administrables par voie sous-cute? Donc, on retrouve la ceftriaxone, céphalosporine, ertapenem, meropenem, pipetazo, témocilline, benzatine, pénicilline et teicoplanin. Et sur avis infectiologique et en l'absence d'alternative, on pourra aussi utiliser l'amox, l'augmentin, la cefépime, la ceftazidime et la daptomycine. Donc tous ces antibiotiques seront administrés avec les mêmes modalités d'administration que la voie injectable, sauf pour la benzatine, benzylpénicilline, où on aura une injection sous-cute directe avec une anesthésie locale préalable par de la xylo, et la teicoplanin qui va nécessiter une dose de charge de 48 heures en IV nécessaire. Donc les modalités d'administration restent identiques à toutes les injections sous-cutanées. Donc on l'a dit, avec la même posologie et les mêmes reconstitutions, dilution de la voie IV. Et ce qui est important, c'est ne pas réaliser de sous-cute direct, sauf pour la benzatine, benzylpénicilline. Donc l'administration, elle devra se faire sur minimum 30 à 60 minutes à l'aide d'un cathéter sous-cutané souple. Et ça, c'est les données de tolérance principales pour éviter la douleur lors d'une administration par sous-cutanée. C'est bien de respecter ces 30 à 60 minutes et l'utilisation d'un cathéter souple, c'est-à-dire qui ne laisse pas en place d'aiguë métallique. Donc, la Société savante d'hygiène recommande l'utilisation d'un cathéter sécurisé et qui permet de limiter les manipulations de l'embase du cathéter, avec notamment l'utilisation d'un cathéter avec un prolongateur et donc un cathéter qui ne laisse pas d'aiguë métallique en place. En ce qui concerne la surveillance du traitement, il y a une surveillance qui devra être réalisée à minima quotidiennement. Les effets indésirables locaux sont fréquents et modérés, douleur, œdème, érythème. Ils sont réversibles dans la majorité des cas. Il a été observé des risques rares de nécrose cutanée. Donc ça, c'est très ancien. Il y a des case reports qui ont été publiés avec l'utilisation des aminosides en sous-cutané dans les années 70, mais comme on l'a vu, on n'utilisera plus les antibiotiques concentration dépendants en sous-cutané. En termes de suivi pharmaco, il n'est pas systématique, sauf pour la teicoplanin, où là, un STP sera fortement recommandé. Dans les autres cas, il sera uniquement envisagé en cas d'insuffisance rénale, de posologie élevée, de poids extrême et d'infections complexes. Alors, les recommandations rappellent aussi le cadre réglementaire. Donc, c'est une utilisation hors AMM. Donc, il faudra informer le patient ou son représentant légal obligatoire avec un consentement tracé dans le dossier et informer le pharmacien et l'infirmier. Donc, en ambulatoire, il faudra que sur l'ordonnance, il y ait la mention hors AMM, et en établissement de santé, il y aura la mise en place d'un protocole institutionnel avec l'infectieux et le pharmacien. Donc, les recommandations proposent aussi des modèles d'ordonnance pour la pharmacie. Donc, bref, peu importe, avec tout le laïus de l'utilisation hors AMM. Je tenais juste à rappeler aujourd'hui qu'à partir du moment où il y a écrit hors AMM sur une prescription qui va en ville, le pharmacien de ville ne devrait pas passer ça sur la Sécu, et du coup, le patient devra régler. Donc là, par exemple, pour le cas de la ceftriaxone, si on a un pharmacien très rigoureux, eh ben c'est pour une semaine de traitement, c'est 50 € que de médicaments. Et par contre, si le pharmacien est très rigoureux et pousse jusqu'à faire payer le matériel nécessaire à l'administration, ça peut aller jusqu'à 200 € par semaine. Donc les recommandations précisent aussi une ordonnance pour l'infirmière et libérale, avec les éléments aussi. Et donc, en termes de messages clés, on peut retenir que la voie sous-cute, c'est une alternative pertinente et sécurisée dans des situations ciblées avec de nombreux avantages, qu'il est possible d'administrer certains antibiotiques temps dépendants par voie sous-cutanée, que les modalités d'administration seront identiques à la voie IV et qu'il faut informer le patient, le pharmacien et l'IDE de cette pratique hors AMM. Je vous remercie.